Bonjour à tous, merci pour votre participation à cette session de présentation. Je vais traiter avec vous le sujet de l'utilisation du DNS comme première ligne de défense ou pourquoi vous devez utiliser le DNS comme première ligne de défense. En ce qui me concerne, je m'appelle Ousmane Gueye, je suis ingénieur avant-vente chez Efficient IP depuis quelques temps. J'ai un passé d'intégrateur de solutions de sécurité mais également de réseau. Pour l'agenda, je vous propose de commencer par une présentation d'Efficient IP. Nous regarderons l'état des menaces et des attaques aujourd'hui avec un focus sur le DNS. Nous poserons la question également pourquoi les attaquants privilégient les DNS parmi les différentes techniques d'attaque. Également, pourquoi vous devez utiliser le DNS en première ligne dans votre stratégie de défense en profondeur. Il y a une phase de démonstration où on va tenter de simuler une attaque de type command and control et voir aussi comment il est facile, si vous avez les bons outils, d'apporter des réponses adaptées. Et à la fin, quelques takeaways qui sont quelques points importants à noter. Efficient IP est une société française basée dans la région parisienne. Nous avons environ 20 ans d'expérience en tant qu'acteur majeur et spécialiste du DDI, DNS, DHCP et IPAM. Nous avons plus de 1000 clients dans plus de 110 pays dans le monde et dans tous les secteurs d'activité. Banque, assurance, opérateurs télécom, gouvernement, etc. En fait, tout le monde a besoin de gérer ses adresses IP. Tout le monde a besoin de gérer ses services d'infrastructure comme le DNS et le DHCP. C'est pour ça que nous fournissons à nos clients une solution unifiée de gestion de leur plan d'adressage IP, mais également des services DNS et DHCP, ainsi que toute la sécurité nécessaire pour la protection de ces services. Notre solution embarque de manière native des mécanismes de communication interne qui permettent à ces trois modules de pouvoir communiquer ensemble, afin de vous fournir une base IPAM la plus cohérente possible et la plus à jour possible. Il existe aussi une API REST disponible que vous pouvez utiliser pour faire communiquer notre solution avec votre écosystème interne. Un développement interne par exemple, un orchestrateur, un firewall, une solution de NAC, etc. D'ailleurs, je vous invite à visiter notre site. Nous avons une liste de partenaires avec lesquels nous travaillons sur la partie écosystème et cette liste s'agrandit de jour en jour. Tout ceci apporte à nos clients une efficacité, une productivité par l'utilisation de procédures d'automatisation, une réduction des risques d'erreur dans la gestion au quotidien des services d'infrastructure, mais également une amélioration du niveau de sécurité global de votre système d'information grâce à des mécanismes de protection avancés et adaptés pour faire face à toutes les menaces liées au DNS. Regardons l'état des menaces et des attaques aujourd'hui. Depuis quelques années, nous avons vu une multiplication des menaces et une multiplication des attaques utilisant des techniques de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiquées pour contourner l'ensemble des barrières de sécurité. En ce moment, il ne se passe pas une semaine sans que vous entendez parler dans la presse spécialisée ou dans la presse globale, une entreprise ou une entité ou une entreprise qui ne s'est fait compromettre. La dernière en date est l'attaque subie par le pétrolier Colonial Pipeline aux États-Unis qui a été revendiquée par le groupe DarkSide. Si on fait un focus sur les différentes techniques utilisées par les attaquants, on voit que le protocole DNS est utilisé en très grande majorité. Comme vous pouvez le voir ici, 91% des malwares utilisent le DNS dans leur keychain, soit en tant que vecteur d'attaque, on parle alors d'abus du DNS, ou en tant que cible de leur attaque dans le but de rendre le service indisponible. Sur l'année 2020, plus de 80% des entreprises ont déclaré avoir été victimes d'une attaque liée au DNS, avec une perte en moyenne de 1 million de dollars. Les analystes d'IDC prévoient pas moins de 700 millions de malwares en circulation sur Internet d'ici à la fin de l'année 2021. C'est un très grand chiffre, mais il y a des raisons à ça. En effet, si vous vous rappelez, il y a quelques années, nous avons vu arriver dans notre vocabulaire des termes comme le IaaS, des termes comme le PaaS ou encore le SaaS. Ces termes sont aujourd'hui assimilés et font partie de notre discours avec tout le lot de changements qu'ils ont amenés. Surtout dans la façon de concevoir les applications, dans la façon de les consommer et dans la façon surtout de les sécuriser. Aujourd'hui, de nouveaux mots apparaissent et il y en a un particulièrement qui doit attirer notre attention. C'est le RAS, Ransomware as a Service, et qui est en train de bouleverser le paysage des menaces et surtout leur accessibilité. Bientôt, n'importe qui pourra lancer des attaques sans forcément être spécialiste dans le domaine. Ces attaques continueront à se baser sur le DNS, ils continueront à se sophistiquer, ils continueront à se multiplier. Et donc, on peut se poser la question, parmi l'ensemble des techniques d'attaque utilisées, pourquoi le DNS reste
le choix premier des attaquants parmi les différentes techniques. Pour répondre à cette question, on peut dresser une liste non exhaustive, mais qui permettra déjà d'avoir un début de réponse. D'abord parce que le protocole DNS est essentiel à tous les systèmes d'information, que ce soit Internet de manière globale ou votre réseau en particulier. Il est très vieux et les aspects de sécurité n'ont pas été pris en compte dans sa conception de base. Il est ouvert et facilement exploitable. Et enfin, il est très difficile pour les solutions de sécurité actuelles de faire la part des choses entre une requête qui est légitime d'une requête qui ne l'est pas du tout. Et ça, les attaquants l'ont très bien compris. Dans le cas d'une utilisation du DNS comme abus DNS, l'attaquant peut avoir plusieurs objectifs. L'objectif premier, c'est peut-être simplement vous compromettre et installer des backdoors ou des malwares pour continuer à y appliquer d'autres types, par exemple faire du mouvement latéral ou faire de l'élévation de privilèges. Ça peut être utilisé pour extraire la donnée, ce qu'on appelle l'exfiltration de données à travers le DNS. C'est simplement du vol de données à travers des requêtes DNS. Ou simplement vous compromettre et vous ajoutez dans son réseau de bots et vous activez le jour où il aura un commanditaire. Faisons un focus sur l'exfiltration de données à travers le DNS. Dans la réalité, elle se matérialise par la lecture bloc par bloc d'un document confidentiel et la concaténation du résultat obtenu avec le domaine de l'attaquant. Toutes les requêtes ainsi forgées et émises contiendront un bout de données confidentielles qu'il pourra récupérer sur son serveur distant. Ici, l'attaque consiste simplement à exploiter la fonctionnalité récursive qui concentre en grande partie l'ensemble des faiblesses du protocole DNS. Pour illustrer la difficulté de détecter ce type d'attaque, regardons deux cas d'usage que nous avons ici. D'un côté, nous avons un utilisateur qui utilise normalement le DNS, et de l'autre, un malware sur le même poste utilisateur qui fait de l'exfiltration de données. Dans les deux cas, la demande de résolution arrive d'abord au niveau du serveur DNS, qui va consulter en premier son cache avant de solliciter le moteur récursif. Dans les deux cas, la chaîne de résolution se fera de bout en bout. L'attaquant pourra ainsi extraire l'ensemble de vos données via son serveur distant. En effet, après le serveur DNS, une fois qu'il a regardé son cache et la partie récursive, vos moyens de protection, les firewalls, les proxys, les IPS, vont généralement se baser sur d'autres critères pour accepter ou non le trafic. Ces critères peuvent être les adresses IP source et destination, les ports source et destination. Il y a même dans les nouvelles générations de firewall qui vont se baser sur la signature applicative ou encore le domaine distant. Pour peu que ce dernier ne soit pas encore connu ou mal catégorisé, vous voyez que les deux requêtes traverseront vos différentes barrières de protection. Donc, le seul élément ici qui est capable de détecter et bloquer ce type d'attaque, c'est le serveur DNS, s'il dispose bien entendu des bons outils et de la bonne protection. Notre moteur Guardian se situe exactement à ce niveau-là, entre la partie cache et la partie récursive. Il aura une vision complète des transactions et pourra ainsi vous apporter toute la sécurité nécessaire. Donc, quelques points importants à noter. Vu son positionnement et son utilisation, le DNS est déjà en première ligne. Ce qu'il faut maintenant, c'est de transformer ses faiblesses pour en faire une force, pour améliorer votre niveau de sécurité globalement. Et comme vous le savez, une amélioration de niveau de sécurité, une amélioration de votre protection ne peut se faire sans visibilité. C'est essentiel en sécurité. De toute façon, vous ne pouvez pas protéger si vous ne voyez pas. Et le DNS est déjà particulièrement bien placé, particulièrement bien adapté. Il voit déjà tout ce qui se passe au niveau de vos utilisateurs pour vous donner cette visibilité nécessaire. Dessus, on peut y ajouter des éléments temps réel pour faire de l'analyse temps réel si vous avez des bons outils. Cette analyse temps réel, avec cette visibilité, vous permettra d'apporter des remédiations, vous permettra d'apporter les contre-mesures adaptées en cas de détection d'un comportement anormal ou en cas de détection d'une utilisation anormale. Passons maintenant sur la partie démonstration. Pour le scénario, nous allons lancer une attaque de type command and control. L'attaquant tentera de prendre le contrôle total sur la victime et de modifier des éléments en local, en l'occurrence un fichier, en local sur sa victime.
via un tunnel, tout ceci via un tunnel qui est établi à travers le DNS. Nous avons besoin d'un serveur DNS qui relaie les requêtes entre la victime et le serveur command and control. Ce rôle sera joué par un serveur FiantIP avec du module Guardian activé dessus. Pour les besoins d'analyse des événements de sécurité, nous allons nous baser sur un outil, le Greylog, mais on aurait pu se baser sur d'autres types de SIEM. L'attaque va se faire en deux phases. D'abord, on va simplement tenter de détecter et alerter. Dans une seconde phase, on va également tenter de détecter, alerter, mais aussi bloquer une attaque de cette nature. Juste pour rappel, le positionnement de notre module Guardian, il est situé entre la partie cache et la partie récursive. Donc dans la seconde phase de l'attaque, on va pouvoir utiliser, on l'utilise aussi dans les deux phases pour détecter et alerter, mais on va aussi l'utiliser pour minimiser l'attaque. Donc on le verra pendant la phase de démonstration. Sur l'écran de gauche, vous avez l'écran de l'attaquant, le serveur command and control. Sur l'écran de droite, l'écran bleu, vous avez le client compromis. Juste en dessous, nous avons une console qui affiche le contenu du fichier que nous allons tenter de modifier pendant cette attaque. Je vais vous afficher son contenu ici, mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. Les deux consoles en bas vont nous permettre de capturer l'activité DNS entrant et sortant côté client comme côté serveur. Ils vont nous permettre de voir un petit peu l'activité DNS pendant toute cette phase d'attaque. Pour cela, je vais capturer le trafic avec le TCP dump simplement en filtrant sur le DNS. Une fois que tout est en place, je peux lancer l'attaque. Le serveur va se mettre en mode écoute et attend les communications des postes infectés. Et le poste infecté va lancer une tentative de connexion vers son commandant de contrôle. Comme vous pouvez le voir, la session est établie. Pour avancer dans l'attaque, on peut par exemple essayer d'avoir un shell sur notre victime. Pour cela, on va utiliser simplement la commande shell qui vient avec DNS4. Juste entre parenthèses, DNS4, c'est un outil libre que vous pouvez télécharger facilement sur Internet. Ici, la demande de création de shell a été faite. Il est créé, je me connecte dessus. Voilà. Et à partir de là, nous avons le contrôle total sur notre victime. On peut afficher le contenu d'un répertoire, on peut modifier un fichier, on peut extraire la donnée, on peut chiffrer des informations, on peut faire même du mouvement latéral si on souhaite, etc., etc. Donc à partir de là, j'ai vraiment le contrôle total sur ma victime. Pour les besoins de cette démonstration, on va simplement modifier le contenu avec echo d'un fichier, et que vous allez le voir, et ici, le contenu de notre fichier a été modifié. Donc notre attaque a été validée. Tout ça à travers du DNS, bien entendu. Donc comment on utilise un serveur DNS pour la communication entre les deux éléments? On peut aller voir sur notre outil de log, est-ce que tout ça a été détecté par notre serveur DNS et qu'est-ce qu'on a vu surtout. En filtrant sur les derniers événements, sur les 5 dernières minutes, on voit que notre serveur Guardian a bien détecté notre activité, donc l'attaque a été bien détectée avec comme action log, avec d'autres informations qui permettront de faire de l'analyse a posteriori. C'est bien de détecter et d'alerter, mais c'est mieux si on peut bloquer l'attaque, avoir des moyens de bloquer l'attaque en cours. On va voir ça au niveau de la seconde phase de l'attaque. Pour cela, je me déconnecte d'abord du shell. Donc, je me déconnecte de mon client. J'arrête les process. Donc j'arrête tout des deux côtés. Comme vous pouvez le voir ici au niveau des consoles, il n'y a plus d'échange DNS. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est fait à travers le DNS. Pour lancer la seconde phase, je modifie d'abord le contenu de mon fichier cible. N'importe quel outil, n'importe quel éditeur logiciel le fera, permettra de le faire très simplement avec un nano et voilà, avec un autre texte. Voilà, juste ce texte-là. Je sauvegarde les modifications et j'en profite également pour modifier les actions des triggers côté Guardian. Ils étaient en mode log, on va les passer en mode quarantine. On nous reviendra sur l'explication du mode quarantaine juste après. Une fois que tout est en place, on peut relancer de nouveau l'attaque. Le serveur se remet en mode écoute et attend les connexions des clients infectés. Le client infecté relance une nouvelle tentative de connexion vers son commandant de contrôle. La session est de nouveau établie. Et pour avancer, exactement de la même manière, on va créer un shell sur notre victime pour avoir le contrôle total. Donc toujours avec la commande shell utilisée précédemment. Donc, tout ceci à travers du DNS. Donc la demande de création de shell a été faite.
Et là, comme vous pouvez le constater, ça ne fonctionne pas. Notre tentative de création de shell a échoué. La communication vers le serveur command and control est coupée et en même temps, on peut constater qu'il n'y a plus d'échange DNS entre le client et les serveurs. On peut aller voir sur notre outil de corrélation de log si nos actions ont été détectées. Donc notre Guardian a bien détecté l'attaque, a bien envoyé ça au niveau de notre corrélateur de log, et cette fois l'action est quarantine. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est le mode quarantine? Avant de vous donner la définition, je vais vous montrer ce qu'il y a au niveau du cache DNS, au niveau du serveur Guardian, notre serveur DNS. Vous voyez, alors si vous avez un affichage IP chez vous, vous tapez show cache, vous allez vous retrouver exactement le même affichage que moi. Et là, au niveau de mon cache, j'ai bien des entrées. L'objectif ici, ça va être de requêter depuis le serveur compromis, faire des requêtes de résolution DNS vers des entrées qui sont dans le cache, dans un premier temps. Donc, pour cela, c'est simplement avec un dig. Hein. Voilà, avec ce dig-là. Et j'ai bien des réponses. Que se passe-t-il maintenant depuis le serveur compromis est mis en quarantaine si je fais des résolutions vers un domaine qui n'existe pas? Je fais un dig. Voilà, vers infosécurité.be par exemple, qui n'existe pas dans le cache. Là, on peut le voir au niveau de notre capture que les demandes de résolution sont bien envoyées par notre client vers son serveur DNS. On va attendre un petit peu pour voir la réponse du serveur. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de réponse. Donc, lorsque le client est compromis et mis en quarantaine par le Guardian, il pourra accéder aux éléments qui sont dans le cache, mais seulement à ces informations-là. Il ne pourra pas faire de nouvelles résolutions vers un domaine qui n'existe pas. Donc, voilà comment on peut, de manière très simple, détecter, bloquer une attaque en cours de type command and control. Le DNS a plusieurs faiblesses qui sont dues à sa définition globale où les aspects de sécurité n'ont pas été pris en compte ou très peu pris en compte. Mais nous avons vu ensemble que ces faiblesses peuvent être transformées en force pour améliorer votre niveau de sécurité globalement. Aujourd'hui, les risques qui pèsent sur le protocole DNS ne se limitent plus du tout à l'indisponibilité du service. Ça inclut également la possibilité de perte de données confidentielles, telles que les données de vos utilisateurs ou encore les données de vos clients. 91% des malwares utilisent le DNS dans leur phase d'attaque, soit en tant que vecteur d'attaque, soit en tant que cible de leur attaque. Il vous faut alors une solution spécialiste dédiée qui comprend le DNS et qui est capable de vous apporter les contre-mesures adaptées. Le DNS a déjà une bonne visibilité. Il a une visibilité totale sur ce qui se passe au niveau de votre système d'information. Utilisez cette possibilité pour avoir par la même occasion la meilleure visibilité et vous protéger au mieux contre les attaques, par exemple de type exfiltration de données. La combinaison de ces différents éléments vous permettra d'avoir une sécurité plutôt prédictive avec une réduction importante des surfaces d'attaque. Pour accompagner nos clients dans des stratégies plus globales de Zero Trust, nous avons mis en place une offre qui s'appelle 360 Sécurité pour couvrir l'ensemble des besoins en sécurité sur le DNS. Le premier élément dans cette offre, c'est d'abord le service DNS qui est sécurisé et qui embarque nativement 3 moteurs différents, ce qu'on appelle l'hybride DNS. Il y a également la possibilité de s'interconnecter avec le cloud pour avoir une vision et une sécurité sur ce qui se passe au niveau de votre infrastructure dans le cloud. Il y a également la possibilité d'utiliser la fonctionnalité de DNS Firewall qui est particulièrement bien adaptée contre les attaques vers des domaines connus. Il y a le moteur Guardian que nous avons vu à l'œuvre pendant la phase de démonstration, mais qui peut aller beaucoup plus loin que ça et qui peut faire face à toutes les attaques qui ciblent le DNS ou à des attaques qui utilisent le DNS comme vecteur d'attaque. Et le dernier élément, c'est le moteur Blast. Celui-ci, il a été réfléchi, il a été designé pour pouvoir absorber de très grands volumes de données tout en assurant une continuité au niveau de votre service DNS pour vos utilisateurs. Merci beaucoup pour votre participation et votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions, on essaiera de vous apporter le maximum de réponses possibles.